Ne m'attends pas ce soir, car la nuit sera noire et blanche. Le 26 janvier 1855, à l'aube, un homme est trouvé pendu, rue Basse de la Vieille Lanterne, près de la place du Châtelet à Paris. Il se serait pendu exactement à l'endroit où il y a maintenant la place du Souffleur au théâtre du Châtelet. Les premières vérifications attestent qu'il s'agit d'un certain Gérard Labruni, 47 ans, sans domicile fixe, fils d'un médecin militaire, né le 22 mai 1808 dans cette même paroisse Saint-Méry, plus connu sous le pseudonyme de Gérard de Nerval. Et dans le texte que nous allons voir, il a comme sujet principal comment trouver à se loger dans Paris. Je vous le dis simplement. Où allons-nous vouloir rester? Chaque mot est simple. Où allons-nous vouloir rester? Ça veut dire premièrement que nous sommes en vadrouille. Jusqu'à ce qu'on trouve un endroit où on se dise, eh ben tiens, c'est peut-être là que je devrais me fixer. Vous voyez? J'insiste ici uniquement déjà sur promenade, mais le souvenir n'est-il pas aussi une promenade dans le temps? Je me déplace du moment présent pour aller voir dans le passé, à la recherche du temps perdu. Dès l'instant qu'on peignait sur les parois des cavernes, c'est qu'on avait déjà décidé que boire, manger, dormir, ça, une mouche pouvait le faire. Être homme, c'est aspirer encore au-delà. Voilà l'enjeu de où allons-nous vouloir rester. Bonsoir tout le monde, bonsoir chers amis, bonsoir chers camarades. Aujourd'hui, nous allons nous balader. Et déjà, toute rêverie est une balade quelque part, un déplacement, vous voyez. C'est pas très stable par définition. Nous allons procéder à une lecture d'un texte de Nerval qui est court dans l'ensemble, qui fait quelques pages, mais dont il faut au moins savoir ceci. C'est l'ultime texte achevé de Nerval. Il y travaillait encore à des corrections lorsqu'on l'a retrouvé pendu, comme vous le savez, dans la nuit du 25 au 26 janvier 1855, tout près de ce qu'on appellerait aujourd'hui Châtelet-Les Halles, dans Paris. Et même, mais là, est-ce que c'est de la rumeur, de la légende déjà? On aurait retrouvé, parce que l'endroit exactement, la petite ruelle où il s'est pendu, a une grille, un soupirail, une grille d'égout en gros. C'était dans une ruelle sordide, Baudelaire y fait allusion, qui a disparu. Voilà ce qu'il faut retenir pour l'instant, une ruelle qui a disparu avec les travaux d'Haussmann, très peu de temps après que Nerval se soit pendu. C'est cette période à laquelle fait allusion Baudelaire dans un de ses plus beaux poèmes qui s'appelle « Le cygne ». Il s'agit de l'oiseau, n'est-ce pas? Le cygne dans les fleurs du mal. Le vieux Paris n'est plus, la forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel. Voilà, je le dis à ceux qui s'agacent. J'en fais partie des fois, à juste titre, n'est-ce pas? Qu'on n'arrête pas de faire des travaux dans Paris, on ne s'y retrouve plus. Vous voyez que ce n'est pas nouveau. Ça fait 2000 ans que Paris se transforme. Enfin, sa plus grande transformation, ça a été sans doute celle-là, celle d'Haussmann dans les années 60, 1860. Et comme ça a disparu, on dit et que à l'époque, il n'y avait pas encore ce qu'il y a aujourd'hui, le théâtre du Châtelet, une rumeur dit qu'il se serait pendu exactement à l'endroit où il y a maintenant la place du Souffleur au théâtre du Châtelet. Quand on voit l'importance de l'entreprise, le rêve nervalien de réussir un jour au théâtre, il y a une connotation visiblement légendaire, mais peu importe, en tout cas c'est dans ce quartier. Il n'était pas sorti en pensant qu'il allait se pendre, mais avant de prendre la décision de se pendre, il avait frappé à la porte d'un hospice de nuit. Vous voyez? Et dans le texte que nous allons voir, il a comme sujet principal comment
trouver à se loger dans Paris, je vous le dis simplement. C'est la première phrase du texte, vous verrez, il devient véritablement difficile de trouver à se loger dans Paris. Là encore, je souris parce que vous êtes quelques-uns à penser que la phrase reste d'actualité. C'est dur d'être jeune et pas très fortuné en ce moment, et qu'on veut tenter d'habiter dans Paris intramuros, n'est-ce pas? Donc, ça devient presque un privilège. Vous voyez que ça déjà, c'est pas nouveau non plus. Donc juste avant, il venait de frapper un hospice de nuit, donc il était vagabond. Il était réduit à une telle, comme il en parle très peu lui, il a une grande pudeur à ce niveau-là, à une telle précarité matérielle, n'est-ce pas? Et c'était une nuit où il gelait à pierre fendre, tous les témoins le disent, ça dépassait les -10. On lui a refusé l'ouverture de la porte, et c'est ce refus qui a déclenché la pulsion autodestructrice. C'est toujours les mêmes thèmes que nous allons voir dans des contextes vraiment où on n'aurait pas prévu qu'on les retrouve. C'est la meilleure manière de nous faire comprendre la profondeur des enjeux qu'il y a derrière ces thèmes. On en a vu à chaque fois un aspect de ces enjeux. Ne serait-ce que, je vous le dis pour l'instant gratuitement, ce thème du sonore pur, de la voix, de la résonance musicale, de ce qui est perçu ni par l'intelligence, ni par l'œil, mais par l'oreille. Déjà, le simple fait que le titre du texte que nous allons lire soit « Promenade et souvenirs », j'insiste ici uniquement déjà sur promenade, mais le souvenir n'est-il pas aussi une promenade dans le temps? Je me déplace du moment présent pour aller voir dans le passé, à la recherche du temps perdu. Dans les deux cas, il y a mouvement. Donc c'est déjà congru à la chose musicale. La musique, c'est pas une statue. C'est pas une maison. C'est magnifique, hein, une maison, une statue, ça a des chefs-d'œuvre, mais c'est pas du même ordre. La musique est plus apte à exprimer les choses qui suivent un déroulement, un déploiement. C'est un peu comme si on filmait une fleur en accélérant, si on la voyait pousser comme ça, vous voyez, avec tout ce qu'elle peut pousser comme ramification, une plante, hein, je dis une fleur. Vous voyez. Ce thème de la voix, il n'est pas évident, Nerval n'en parle pas tout de suite, et il va en parler quelques pages après le début. Nous aurons tout le loisir de ralentir à ce moment-là sur ce passage capital. Je le mettrai en perspective avec d'autres passages, d'autres œuvres du même Nerval, de telle manière à faire ce qu'on appelle en musique d'ailleurs un contrepoint, une deuxième voix, une troisième voix. Je vais superposer 3 textes qui ont ceci de commun que l'auteur Nerval est ici littéralement fasciné par la nature très particulière de ce qu'il entend. Et à chaque fois, c'est une voix féminine, pas toujours, il y a une exception, enfin la plupart du temps, c'est une voix féminine. Je fais une parenthèse, j'allais dire, je pense à une fois justement, dans Promenade et souvenirs, nous verrons ça, où c'est un homme qui prend une guitare dans un lieu public et qui se met à chanter une romance. Et pour une fois que c'est un homme, Nerval trouve qu'il ressemble à son père, il le trouve gracieux, il dit: si j'étais une femme, je lui aurais trouvé du charme. Vous voyez, donc c'est bien une voix qui est quand même connotée, n'est-ce pas, à la féminité, plutôt qu'à la femme. Ça, femme, chacun peut avoir son opinion sur la question, on va commencer par les femmes. Mais la féminité, est-ce un fantasme, est-ce une réalité? En tout cas, nous entendons sur la distinction. Je superposerai, je vous le dis tout de suite, un texte emprunté à une autre œuvre qui s'appelle Les Nuits d'octobre. Tout ça, c'est des œuvres très courtes. J'en profite pour vous dire que pour ceux qui voudraient s'y plonger, vous mettez Nerval, Wikisource. Ça suffit. Et là, vous avez toutes ces œuvres. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur Promenade et souvenirs. C'est dans la liste des œuvres dans Wikisource. Je vous citerai donc un extrait des Nuits d'octobre, Les Nuits d'octobre, hein, et non pas La Nuit d'octobre, qui est un poème d'Alfred de Musset. Et un extrait de Sylvie. Sylvie, qui est une nouvelle extraite elle-même des Filles du Feu. Voilà, l'œuvre là, sans doute là, qui a fait le plus pour la réputation de la prose nervalienne, et à laquelle Proust vouait un véritable culte.
petite nouvelle de quelques pages. À chaque fois, c'est des textes courts, très courts. On est toujours en train de traquer le même gibier. Non, ne vous inquiétez pas, c'est pas pour le tuer. C'est pour en avoir ne serait-ce qu'une photo, une trace dans notre mémoire, sur une pellicule, dans notre pensée. Je sais pas, ce serait déjà. J'ai cité Rimbaud la dernière fois qui disait: «Que comprendre ma parole, il faut qu'elle fuit et vole». Ben, si on pouvait avoir un petit instantané, vous savez, de ce que nous avons cherché tout au long de Mignon, n'est-ce pas? Ce silence qui semble prendre du recul par rapport à tous ces sons qui se font entendre, celui du grésillement du téléphone, celui de la cloche du château, celui de la voix de Mignon elle-même, qui est une chanson à la fin, comme Goethe nous le dit. Eh ben, nous allons poursuivre, alors je dirais plus une traque, je dirais cette quête. Je passe sans plus tarder à la lecture du début de Promenade et souvenirs. Je vous avais alerté sur les ambivalences du terme promenade. Dans l'argot, on dit: «Le mec qui nous a promenés», ça veut dire, faut faire attention où on met les pieds, d'accord? Là, je vous mets dans les mains de l'écrivain, Nerval, et je vous garantis que c'est pas pour vous envoyer au casse-pipe. Merci, je suis très content que Pierre-Alain, ait pensé à le mettre en exergue comme ça. Un autre auteur, mais vous voyez, on passe pas à autre chose. Il s'agit d'un poète comme Nerval. Antérieur d'une génération, le romantisme allemand étant beaucoup plus précoce, n'est-ce pas, que le romantisme français, que tous les autres d'ailleurs, avec le romantisme anglais. Premier point commun, un poète. Deuxième point commun, Nerval dit dans un poème: «Car la muse m'a fait l'un des fils de la Grèce». Nerval est fasciné par les mythologies des différentes religions. Léoline est connu aussi, n'est-ce pas, pour avoir été hanté par le modèle de la cité antique, mais il n'en est pas resté là. Et troisièmement, les deux sont morts fous. Je n'en sais rien, je ne suis pas clinicien, je ne tranche pas sur le fond. Mais enfin, officiellement, dans les deux cas, le monde médical et leur entourage, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est pas tout à fait fortuit si je mets d'abord ce texte admirable de Nerval, qui est un texte en prose, sous l'exergue de l'extrait d'un poème de Hölderlin qui pose cette étrange question: où allons-nous vouloir rester? Chaque mot est simple, il n'y a pas un seul mot abstrait, philosophique là, ou scientifique ou technique. Où allons-nous? Mais voyez, tout de suite on dit: c'est étrange cette manière de poser la question, d'accord? Où allons-nous vouloir rester? Ça veut dire premièrement que nous sommes en vadrouille. Jusqu'à ce qu'on trouve un endroit où on se dise: «Eh beh, tiens, si c'est peut-être là que je devrais me fixer». Vous voyez? Donc nous sommes de nouveau, premier rapport avec Mignon, vous voyez qu'on traite les mêmes thèmes. Mignon, c'est une œuvre écrite, c'est un personnage, forgé par Goethe, le Goethe de Wilhelm Meister. Mais Goethe est surtout connu pour être l'auteur de Faust. Or Faust, quel est son deal avec le diable? Venons-y. Le diable, de son côté, je vous l'ai dit, on sait tout de suite, lui, ce qu'il veut, c'est toujours la même chose. L'âme, chaque fois qu'il y a un pacte avec le diable du côté de l'âme, on sait ce qu'il veut, c'est l'âme du pauvre pécheur que nous sommes. Mais Faust serait prêt à lui donner la seule condition qu'il pose, la seule chose qu'il demande en échange, mais c'est pas rien. C'est vertigineux de profondeur. Alors maintenant, si on traduit philosophiquement, c'est: écoute, diable, si tu arrives, tu en as des moyens, hein, des moyens de procurer du plaisir, de la jouissance. Si tu arrives à me faire plaisir, un bonheur tel que je me vois une éternité dans ce bonheur sans jamais m'en lasser, au point que je puisse dire à l'instant: Verweile da, du bist so schön, reste, tu es si beau, en parlant à l'instant. Dans ce cas-là, tu as mon âme. Précisément, le diable a bien du mal à trouver, à satisfaire, non pas l'individu. Faust, commencez pas à le regarder comme un type bizarre, il sera un peu névrosé comme un poète maudit. Non, c'est vous et moi. Et ça nous rappelle philosophiquement, n'est-ce pas, l'infinité du désir humain. Bonne nouvelle pour les syndicats. Chaque fois que leur patron leur dit: «Bah là, ça vous suffit, c'est bon», il n'y a aucune raison, il n'y a pas de limite assignable. Dès l'instant qu'on peignait sur les parois des cavernes
c'est qu'on avait déjà décidé que boire, manger, dormir, ça, une mouche pouvait le faire. Être homme, c'est aspirer encore au-delà. Voilà l'enjeu de où allons-nous vouloir rester? Où allons-nous avoir l'occasion peut-être d'étancher ce désir infini? Je passe au texte de Nerval. Je ne vais pas le lire entièrement, mais enfin, il y a marqué extrait, c'est pour ça. Mais enfin, là, pour l'instant, je ne saute pas le début. Le début, c'est celui-ci, vous voyez, et ça commence, je vous l'ai dit, d'une manière un peu plus familière pour chacun d'entre nous. Il est véritablement difficile de trouver à se loger dans Paris. Je n'en ai jamais été si convaincu que depuis 2 mois. Arrivé d'Allemagne après un court séjour dans une ville de la banlieue, qu'est-ce qu'il se déplace? Il était donc en train de vadrouiller en Allemagne. Ceux qui ont suivi le cycle de conférences que j'ai fait et qui est groupé sous le titre de la Nouvelle Angélique, on a vu que Angélique, la première nouvelle des Filles du Feu, commence par « En 1851, je passais à Francfort ». Vous voyez, donc on est toujours en train de vadrouiller. Sauf que, je cite une autre phrase de Nerval, « Avec le temps, la passion des grands voyages s'éteint. Il s'est fait connaître dans le monde des lettres par le voyage en Orient ». Ah oui, là, c'est pas une promenade dans les environs de Paris, ni même en Allemagne, ni dans les environs de Paris, ni dans le Valois, le pays où il y a la tombe de Rousseau et où il a passé une enfance, qui est le pays de sa mère, soit en passant, Mortefontaine, ni en Allemagne, mais carrément en Orient. C'est ça qui l'a rendu célèbre. Mais au fur et à mesure qu'il se hasarde à publier enfin des œuvres, parce que pendant longtemps, il n'a fait que des comptes rendus de pièces de théâtre, des recensions, comme on dit dans les journaux, à la page des spectacles. Au fur et à mesure, comme il dit, le cercle se rétrécit. Avec le temps, la passion des grands voyages s'éteint. Comme si le voyage devenait de plus en plus intérieur et que ce n'était pas seulement en kilomètres qu'on pouvait en mesurer l'immense aventure que chaque déplacement déploie. Alors qu'au départ, quoi de plus prosaïque, de plus banal et de moins mystérieux que le problème de trouver à se loger, et en particulier dans Paris. Je n'en ai jamais été si convaincu que depuis 2 mois. Arrivé d'Allemagne après un court séjour dans une ville de la banlieue, je me suis cherché un domicile plus assuré que les précédents, dont l'un se trouvait, mes domiciles, quelle vie itinérante, que de fois il a dû quitter un domicile, soit parce que, je vous ai dit, les grands travaux d'Haussmann ont détruisé l'endroit où il avait enfin trouvé à se loger, où il n'avait plus les moyens de payer son loyer, comme il est très évasif à ce niveau-là. Je continue. Un domicile plus assuré que les précédents, dont l'un se trouvait sur la place du Louvre et l'autre dans la rue du Mail. Je ne remonte qu'à 6 années. Oui, déjà, comme les textes s'interpellent entre eux, sans s'être donné le mot. Nerval ne pense pas à Baudelaire, là. Baudelaire ne pense pas à Nerval quand il écrit le poème que je vous ai signalé tout à l'heure, Le Cygne. Et je peux vous dire maintenant le pitch parce que ça se rapporte à ce que Nerval dit d'un logement qui se trouvait sur la place du Louvre. À l'époque, il n'y avait pas, bien sûr, il n'y avait pas la pyramide, ça date de la génération Mitterrand. Non, mais il n'y avait pas non plus les grandes esplanades, n'est-ce pas, qui entre le Louvre et les Tuileries, c'était tout si je disais avec les mots de Baudelaire, je ne vois qu'en esprit tout ce camp de baraques, ce tas de chapiteaux ébréchés et de fûts, les herbes, les gros blocs verdis par l'eau des flaques et brillant au carreau, le bric-à-brac confus. C'était un peu le bin, c'était un peu les puces de Clignancourt. Là, en plein centre de Paris, dans le Louvre, maintenant chaque centimètre carré coûte une fortune. Et c'est ça qui a été déblayé à l'époque d'Haussmann, faire place nette et pour faire, n'est-ce pas, le carrousel et cet immense axe qui va depuis le fond du Louvre, depuis la grande galerie, et même qui suit le bief de la Seine, comme Notre-Dame, si vous voulez, qui fait qu'on voit au loin l'Arc de Triomphe, et au 15 août, le soleil qui se couche entre les 2 pieds de l'Arc de Triomphe, et au-delà même maintenant les tours de la Défense. Paris s'est toujours déployé sur cet axe, pour ce qui est en tout cas de la direction est-ouest. Donc, or,
justement, le pitch du poème de Baudelaire, c'est que en se promenant là, il y avait une ménagerie là ambulante, un petit cirque dérisoire, et il a vu un cygne qui venait de s'évader de sa cage. Un cygne sur le pavé parisien, un cygne c'est fait pour flotter, naviguer, sillonner les ondes transparentes. Si transparente qu'il n'a plus qu'à y contempler sa propre image. Quelle belle image du narcissisme que le cygne. C'est pour ça que le cygne joue un si grand rôle dans l'ordre symbolique. Je ne suis pas en zoologie, je ne suis pas ornithologue. Je dis ça parce que Bachelard, qui a fait d'admirables travaux là-dessus, oui, c'est pas seulement quelqu'un qui a réfléchi sur les sciences, sur la physique, c'est pas seulement un immense épistémologue, il a fait une série bien connue des littéraires, n'est-ce pas, liés aux 4 éléments et les rôles qu'ils jouent dans la littérature, dans le cadre de ce qu'il appelle lui-même, avec une notion nouvelle, l'imagination matérielle, l'eau et les rêves, l'air et les songes, la psychanalyse du feu, et la terre et les rêveries de la volonté. Vous voyez les 4 éléments. Je pense à l'eau et les rêves. À un moment donné où il parle, justement, dit le cygne comme image de la nudité, complètement inconsciemment. C'est pour ça que c'est un animal qui fascine à ce point la poésie, la peinture. Regardez le nombre de fois où le mythe de Zeus, Jupiter, se transformant en cygne pour mieux subjuguer, séduire et avoir raison, si je puis dire, de la nymphe Léda, qui était en train de se baigner parmi les joncs et les iris au bord de l'eau transparente. Si cette image de cygne peut être aussi prégnante tout au long de l'histoire de l'imaginaire, si je parle de la peinture et de la poésie, et même la mythologie, je le dis à ceux qui ont l'intuition symbolique que les Valkyries, à l'origine, dans la mythologie germanique, les Valkyries, ce sont des cygnes. Avant de chevaucher, elles volent dans les airs, comme ça, c'est une chevauchée aérienne. Elles volent dans les airs, et souvent elles vont dans l'eau, c'est les êtres de l'air et de l'eau. Le cygne, c'est les deux. Le cygne, on l'imagine toujours près de l'eau, mais en même temps, de temps en temps, il s'envole d'un étang à l'autre, dans les pays nordiques surtout. Hein, on voit de magnifiques escadrilles de cygnes, comme j'en ai vu sur les bords de la Baltique, il y a bien longtemps. Or, ce cygne, pour Baudelaire, c'est l'image de l'exil. Un cygne qui n'est pas dans l'eau, mais qui est dans la poussière, dans le tohu-bohu, et dans les embarras de Paris. Mais quelle tragique, quelle vision tragique. Près d'un ruisseau sans eau, la bête ouvrant le bec, baignait nerveusement ses ailes dans la poudre. Vous voyez, c'est affreux. Et ça devient une métaphore de l'exil en général. Et le poème est dédié à Victor Hugo, que Baudelaire portait pas en son cœur, mais qu'il admirait pour le rôle qu'il jouait pendant qu'il était exilé. Hugo, là-bas dans les îles de Jersey et de Guernesey, parce qu'il avait tourné en dérision Napoléon le Petit. Et voilà que c'est justement dans ce quartier où Baudelaire a vu le cygne, là, tout ça c'est juste avant les travaux d'Haussmann, que Nerval dit qu'il a habité là. Je ne remonte qu'à 6 années. Évincé du premier avec 20 francs de dédommagement, que j'ai négligé, je ne sais pourquoi, d'aller toucher à la ville, la municipalité, la mairie de Paris lui avait promis 20 francs s'il déguerpissait, n'est-ce pas? Tout petit dédommagement, n'est-ce pas? Évincé du premier avec 20 francs de dédommagement que j'ai négligé, je ne sais pourquoi, d'aller toucher à la ville, j'avais trouvé dans le second ce qu'on ne trouve plus guère au centre de Paris. Donc, sous-entendu, j'avais ça en plein centre de Paris, quoi? Une vue sur 2 ou 3 arbres, occupant un certain espace qui permet à la fois de respirer et de se délasser l'esprit, en regardant autre chose qu'un échiquier de fenêtres noires. Alors, je vous le dis à l'avance, hein, promenade et souvenirs, c'est pas le voyage en Orient avec l'initiation à des sectes oubliées, soit dans la mouvance de l'islam, soit des signes même antérieurs, n'est-ce pas, où on croit revivre la magie de l'Ancien Testament. Non, 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 rien de fabuleux. On l'a vu, il s'agit de trouver un logement dans Paris. Et vous me dites, pourquoi tu me embringues dans un truc sans intérêt? Mais justement, c'est un miracle de la prose nervalienne, de quoi qu'il parle, et sur quelques fleurs qui butinent, fût-ce une fleur qui est accrochée au 3e étage d'un immeuble parisien, on ne peut plus s'en passer. Alors voilà, vous voyez,
Là, il évoque donc ce logement qu'il avait en plein centre de Paris et il nous propose cette pastorale improvisée dans le souvenir, n'est-ce pas? Se rapportant à un logement qui était, n'est-ce pas, qui jouxtait le Louvre. Donc, un certain espace qui permet à la fois de respirer, de se délasser l'esprit en regardant autre chose qu'un échiquier de fenêtres noires, où de jolies figures n'apparaissent que par... Et pas une voiture, hein, automobile, je veux dire. Il n'y a pas de moteur explosion dans tout Paris, mais c'était déjà noir parce que c'était le charbon de bois qui empestait tout à ce moment-là. Et croyez-moi, c'était autrement polluant. Le charbon de bois. Tout Paris était noir comme du charbon. Lorsque Rousseau, alors Rousseau, c'est bien avant tout ça, c'est même bien avant la révolution industrielle en France, Rousseau. Lorsque Rousseau est invité par Girardin à venir mourir, si je puis dire, invité à se détendre chez lui, à résider à Ermenonville, il ne sait pas encore que c'est là qu'il mourra heureux. Il le remercie dans une lettre où il dit ce qui m'a frappé, c'est la beauté de vos arbres à Ermenonville. À Paris, tous les arbres sont noirs. Vous voyez, déjà, il n'y a pas encore la révolution industrielle. Moi aussi, j'aime pas un carreau de fenêtre noir et que les arbres soient noirs. Mais avant de dire que c'est la faute à l'industrie en général et à l'homme en général et à l'homme industriel en particulier, il faut regarder à deux fois. Je dirais même que l'industrie a fait disparaître le fait d'avoir besoin du bois pour se chauffer et s'éclairer. Croyez-moi, c'est un progrès écologique. Un échiquier de fenêtres noires, je finis la phrase, où de jolies figures n'apparaissent que par exception. Et Nerval essaye. C'est un Parisien qui parle, marivaude un petit peu. Je respecte la vie intime de mes voisins, ne suis pas de ceux qui examinent avec des longues vues le galbe d'une femme qui se couche, ou surprennent à l'œil nu les silhouettes particulières aux incidents et accidents de la vie conjugale. Ah, on croirait voir un extrait d'un chef-d'œuvre au cinéma que vous connaissez, la plupart d'entre vous, je suis sûr, de Hitchcock, Fenêtre sur cour. Moi, on m'aurait dit le pitch, hein, c'est un mec qui a eu un petit accident, qui a une jambe, c'est pas immobilisée, un plâtre, et qui donc est chez lui de sa fenêtre, et tout ce qu'il a pour se divertir, c'est de voir un petit peu ce qui se passe dans les appartements en face de sa fenêtre. Et on m'aurait dit ça, j'ai dit, 1h30 au moins ou 2 heures de film là-dessus, je vais m'ennuyer. Et vous savez que c'est un film haletant, chef-d'œuvre, n'est-ce pas? Donc, oui. Donc, ou qui surprennent à l'œil nu les silhouettes particulières aux incidents et accidents de la vie conjugale. Bref, tout ça, c'est du matériau qui ne concerne que ceux qui vivent dans les grandes villes, qui étaient nouvelles à l'époque où Nerval écrit, n'est-ce pas, cette urbanisation rapide de l'Europe en général et de la France et de l'Angleterre en particulier. J'aime mieux tel horizon, à souhait pour le plaisir des yeux, comme dirait Fénelon, où l'on peut jouir soit d'un lever, soit d'un coucher de soleil, mais plus particulièrement du lever. Le coucher ne m'embarrasse guère, je suis sûr de le rencontrer partout ailleurs que chez moi. C'est une manière indirecte, bien sûr, de me dire je suis un noctambule et je me couche toujours assez tard. Donc pour le lever, c'est différent. J'aime avoir le soleil découper des angles sur les murs, à entendre au dehors des gazouillements d'oiseaux, fût-ce de simples moineaux francs. Grétry, un petit compositeur d'opéra de l'époque, mais vous voyez, comme ça commence à circuler. Gazouillement d'oiseaux. Goethe dit que Mignon ne parlait pas, elle gazouillait. À peine compréhensible, son langage, mais en tout cas, pour l'oreille, il était ravissant. Et Kafka, quand il essaie de caractériser le son, le grésillement du téléphone, c'est-à-dire la voix du château, la voix de la fin de toute quête, il dit qu'on aurait dit que c'était la réunion d'un million de voix enfantines, à la fois très proches et très lointaines. Donc ici, oui, entendre au dehors des gazouillements d'oiseaux ne donne pas plus d'importance que ça en a. On va se lever le soleil le matin, on entend des chants d'oiseaux. Fût-ce de simples moineaux francs, non, il ne quitte pas son thème de l'oiseau. Grétry, compositeur d'opéra, j'y reviens, donc quelqu'un qui écrit
À l'époque, c'est l'apogée du bel canto, disons le premier tiers, première moitié et surtout le premier tiers du 19e siècle, n'est-ce pas? Qui culmine dans le genre un peu élégiaque et mélancolique. C'est italien le bel canto, hein. Alors là, peu importe le texte, les paroles, je veux dire, parce qu'on reste sur une syllabe pendant longtemps, il y a des splendeurs, hein, et ça dépend beaucoup, vous imaginez, peut-être plus que n'importe quel répertoire de la qualité, heu, de l'interprète. Mais quand on parle d'oiseaux, il s'agit bien sûr des sopranos, des interprètes, des rôles féminins et donc il y a dans le genre mélancolique, ce serait Bellini, n'est-ce pas? La norme, qui sert surtout maintenant à faire des réclames pour du café ou du chocolat, l'air de Casta Diva, ne dérange pas outre mesure. Ou alors dans le style comique, Rossini, qui était à l'apogée de sa gloire à ce moment-là, qui éclipsait celle de Beethoven à Vienne, n'est-ce pas? Puis je vous le recommande, hein, je dis pas ça avec mépris. Rossini, c'est si on pouvait mettre le citron vert en musique, vous voyez? Un sorbet, il adorait ça d'ailleurs Rossini, un sorbet de citron vert, si on pouvait faire une musique qui serait pour l'oreille l'équivalent comme impression de ce que sont les citrons verts pour la langue et pour les papilles. Je dis ça parce qu'il y a un beau vers de Baudelaire dans les correspondances, il est des parfums frais comme des chairs d'enfant, doux comme les hautbois, verts comme les prairies. Et il y a donc quelque chose qui, pour l'oreille, serait le timbre du hautbois, pour l'œil serait le vert des prairies, et pour le toucher ou pour l'odorat, j'en sais rien, euh, frais, la fraîcheur, il dit des chairs d'enfant, par exemple. Mais ce quelque chose-là, c'est une odeur, c'est une couleur, c'est un son? Bien sûr que non. Il y a donc quelque chose qui n'est pas sensible, on est en pleine philosophie là, au sens platonicien, qui est l'objet d'aucun sens, mais qui circule, bon sang, en créant un lien d'analogie, de correspondance, pour reprendre le terme de Baudelaire, et qui unifie ces choses apparemment sans rapport. Le vert des prairies, chair d'enfant, le son du hautbois. Donc Grétry offrait 1 louis pour entendre une chanterelle, vous voyez? J'étais sûr que s'il citait le compositeur Grétry, c'était pour faire revenir le thème de l'oiseau. Et on le dit, hein, même la Castafiore, n'est-ce pas? Dans Tintin, son nom journalistique dans la presse est censé être le rossignol milanais. Hein? Donc Grétry offrait 1 louis d'or, hein, bien sûr, pour entendre une chanterelle. Moi, Nerval, il ne dit pas qu'il est fauché, mais je donnerais, conditionnel si je les avais, je donnerais 20 francs pour un merle. Les 20 francs que la ville de Paris me doit encore. Bon, alors, nous allons assister, je vous dis à l'avance parce que je vais sauter certains passages. Ceux qui ont suivi avec moi le parcours de Nerval dans Angélique se rappellent qu'on part d'Allemagne en 1851, je passais à Francfort, on part donc de l'Est, on arrive à Paris, et de Paris, ne trouvant pas le livre qu'on cherche, je vais très vite, on se retrouve dans les forêts, les étangs et les brumes du Valois. Je vous dis à l'avance qu'on va faire on va arriver à la même destination, le Valois, Chantilly, Ermenonville, mais en venant alors d'une toute autre provenance, de Paris même. Vous voyez, là où, pour l'instant, on est dans Paris. On cherche à se loger dans Paris. Mais on va faire un tour. Il va avoir l'idée d'aller en banlieue, tout simplement. Il ne dit pas, mais enfin, en gros, Paris, c'est tout ce qu'il trouvait, qui lui plairait vraiment est trop cher, n'est-ce pas? Il avait pensé à Montmartre. Donc, je ne vais pas passer en revue tous les endroits qu'il essaye d'abord dans Paris, mais je ne voudrais pas faire l'impasse sur Montmartre parce que ça vous donne une idée du charme de la prose nervalienne. Ce n'est pas des impondérables, n'est-ce pas? C'est assez précis. Il parle de la butte Montmartre qui, à l'époque, jouxtait la campagne pratiquement, n'est-ce pas? Au-delà de Montmartre. C'était la zone déjà un peu, hein, mais pas la zone de maintenant, pas une zone hyper urbanisée comme maintenant, parce que au nord de Montmartre, il n'y a plus que la Seine-Saint-Denis qui est une succession de municipalités, de villes, n'est-ce pas? Avec un habitat urbain très dense. Et à l'époque, c'était surtout, disons, une région intermédiaire entre
la ville et la campagne proprement dite. Nous voyons ensemble un extrait de la manière dont il décrit la butte Montmartre. Il y a là des moulins, des cabarets, des tonnelles, des Élysées champêtres et des ruelles silencieuses, bordées de chaumières, de granges et de jardins touffus. On n'a pas besoin d'aller très loin, vous voyez. On est dans Paris, il parle de Montmartre. Mais sa manière d'en parler, c'est comme si on avait fait un saut dans le temps, comme si on avait quitté ce monde de la vie moderne, industrielle et bourdonnante, voilà, et encombré, pour tout d'un coup retrouver, oui, une paix rurale, enfin un silence, une tranquillité qu'on ne pourrait trouver que dans la ruralité. Donc, vous voyez, et une ruralité quasi paradisiaque, là, vous voyez. Les Élysées, les Champs-Élysées, c'est le paradis du monde de la mythologie grecque. Il y a là des moulins, des cabarets, donc des endroits, il ne parle pas des ateliers, là, il parle des endroits où on se détend, et des tonnelles. Rends-moi la treille où le pampre à la rose salit. Des Élysées champêtres et des ruelles silencieuses bordées de chaumières, de granges et de jardins touffus. Vous ne pensez pas des granges qu'on faisait à Paris. Des plaines vertes coupées de précipices, bon sang. On est entre les Alpes et l'Himalaya bientôt, là. Où les sources filtrent dans la glaise, détachant peu à peu certains îlots de verdure où s'ébattent des chèvres. Les chèvres, c'est pas fini, qui broutent l'acanthe suspendue au rocher, les chèvres qui se risquent dans des abîmes. Puis il y a une coloration fantastique en quelques lignes. Des petites filles, donc, à l'époque c'était des petites bergères, on ne les envoyait pas à l'école parce qu'il y avait les bêtes à garder, hein. Ce que j'ai vu au sud du Sahara pendant des années. Et toujours avec un petit bâton, la houlette du berger dans le monde entier, c'est comme ça. Des petites filles à l'œil fier, aux pieds montagnards à Montmartre. Non, on n'est pas en Corse. Des petites filles à l'œil fier, aux pieds montagnards, les surveillent, les chèvres, en jouant entre elles. On rencontre même une vigne, la dernière du cru célèbre de Montmartre. On n'a pas le temps de voir une vigne que c'est déjà Bacchus et Dionysos. C'est-à-dire le vin. Vous savez que les couleurs, dans les couleurs du drapeau français, le blanc, c'est l'ancien blanc des Bourbons, de la royauté, bien encadré, puisqu'il est au milieu par le bleu et le rouge. Et le rouge, c'est les couleurs de Saint-Denis, c'est-à-dire la plaine qui jouxte Montmartre au nord. Denis, c'est la francisation de Dionysos, Bacchus. Et le dernier vignoble qui subsiste dans Paris, c'est précisément celui de Montmartre. Vous savez qu'à chaque mois de septembre, n'est-ce pas, il y a une petite fête du dernier cru, vous voyez, hein, on rencontre même une vigne, la dernière du cru célèbre de Montmartre, qui luttait du temps des Romains avec Argenteuil et Suresnes. Et oui. Maintenant, on trouve sur presque toutes les tables des côtes du Rhône, des côtes de Provence et des Bordeaux. Je ne peux même pas chercher les grands vins. À l'époque, les moyens ne le permettaient pas. On prenait des petites piquettes, on appelait ça des piquettes. D'ailleurs, Nerval a fait un poème de jeunesse, qui passe en revue à peu près tous les vins qu'on vendangeait autour de Paris. Et parmi ceux-là, il y a le Clairet de Suresnes, vous voyez, il était pas bien rouge, hein, le Clairet ET de Suresnes et le Picton d'Argenteuil. Le Picton, la piquette, un vin un peu acide, hein, ce n'est pas des vins de grande qualité. Chaque année, cet humble coteau perd une rangée de ces cèpes rabougris qui tombent dans une carrière. Ces histoires de précipices, de filles avec leurs chèvres dans les abîmes, on voit maintenant que dans l'ordre symbolique, ça montre aussi la menace du temps, du progrès, de la modernité qui est en train d'encercler un des derniers réduits d'une espèce de projection paradisiaque et rurale des anciens temps, en plein cœur de la capitale. Chaque année, cet humble coteau perd une rangée de ces cèpes rabougris qui tombent dans une carrière. Il y a 10 ans, j'aurais pu l'acquérir, le vignoble, j'aurais pu l'acquérir au prix de 3 000 francs. On en demande aujourd'hui 30 000. Vous voyez, ça n'a pas changé, la spéculation. C'est le plus beau point de vue des environs de Paris. Voilà, hein,
je tenais à vous dire comment Nerval alimente la présence du lecteur, n'est-ce pas? Et là, cette phrase: «Il n'y faut plus penser, je ne serai jamais propriétaire», ça devient grave. Enfin, le ton devient plus grave, même si il reste dans la plaisanterie, mais un peu journalistique, mi-plaisant, mi-sérieux. C'est pour ça que je vous ai dit comment il a fini, comme SDF on dirait aujourd'hui, hein. Cependant, parce qu'on lui refusait l'hébergement, au moins avec un peu de chaleur et un lit et une paillasse, une nuit où il gelait à pierre fendre. Du coup, ces phrases prennent une certaine résonance. Je ne serai jamais propriétaire. Et c'est pourquoi, vous voyez, je peux vous le dire maintenant, l'ensemble du texte de Promenade des souvenirs, qui est très court, hein, n'empêche que je le divise en 2 parties. Je propose, hein, je vous propose de diviser en 2 parties. Il y a toute cette première partie pour l'instant que nous sommes en train de voir ensemble, que je résume, sous la houlette, si vous voulez, d'un sous-titre. C'est nomade ou sédentaire? Où allons-nous vouloir rester? Quand cesserons-nous de vadrouiller, nomades, pour être enfin sédentaires? On peut approfondir, hein, dans l'ordre symbolique, je parle. C'est pas seulement une raison pratique. Je dis pas que c'est pas important, c'est parmi le plus important, c'est pas avoir un chez soi. C'est pas les choses avec lesquelles je plaisante, non. Mais je veux dire, admettons même que j'ai un chez moi. Il y a au-delà des raisons matérielles évidentes, n'est-ce pas? Surtout quand il fait froid, quand il pleut, avoir un abri, avec tout ce que connote le chez soi, bei sich. Mais au-delà de ça, couplé avec nomade et sédentaire, il y a la sexuation. On dirait: «Mais quel rapport?» Comme on disait, n'est-ce pas, dans le temps, à l'époque où les sexes étaient plus dichotomisés que maintenant, parce que heureusement, c'est pas, grâce aux multiplications, d'emplois auxquels accède la femme, non pas qu'elle ne travaillait pas avant, mais c'était presque toujours des travaux très inférieurs, des travaux manutentionnaires, que ce soit à la campagne, entre traire les vaches ou travailler à l'usine, ce qui était atroce, et pour être encore moins payé, et sensiblement moins payé quand elle l'était que les hommes. Bon, un des plus immenses progrès de la modernité, c'est d'avoir précisément fait que, j'ai même vu quand j'étais en Côte d'Ivoire, au port de pêche d'Abidjan, un chalutier soviétique où le capitaine était une femme, c'est pas des femmes capitaines de navires. Il n'y faut plus penser, je ne serai jamais propriétaire. Où je veux en arriver à quand il y avait ce partage des sexes, c'était l'homme qui vadrouillait, qui partait à la guerre déjà, du grand éloignement. On n'était jamais sûr de revenir, ou qui migrait pour aller là où il y avait du travail, du rapport. Je pense à mon Afrique de l'Ouest, où à chaque début de saison sèche dans la zone sahélienne, la plupart des hommes sont obligés de descendre à 400 kilomètres au sud, laissant leurs femmes, leurs enfants en bas âge, qui viennent à peine d'épouser leurs parents pour aller louer leurs bras et leurs jambes dans les plantations des pays mieux arrosés au sud, le Ghana, la Côte d'Ivoire, etc. Donc, elle est, je le dis, la phrase traditionnelle, l'homme navigateur face à la femme riveraine, la femme sur la rive qui attend le retour de l'homme. Vous savez, on dit que les femmes de Cancale ne se laissent pas faire, qu'elles ont le verbe haut, les cancalaises. Cancale, capitale de l'huître, parce que leurs maris, les cancalais, pas les cancalaises, leur principale fonction traditionnelle, et pendant si longtemps, c'était terrible, c'était d'aller pêcher la morue dans les mers glacées, dans les brumes de Terre-Neuve, là, près du Labrador, dans le Canada, plus près du Canada, n'est-ce pas? Et du Grand Nord, que de la douce Bretagne, que de la fidèle Armorique. Et donc, comme les hommes n'étaient pas là, ils avaient appris à faire tourner la boutique. Pendant qu'ils n'étaient pas là, ils ont le verbe haut. Vous voyez, l'homme navigateur et la femme riveraine.
Donc il y a ça entre nomades et sédentaires. Trouver où allons-nous vouloir rester? Peut-être là où une femme réside et qui fait que j'ai une raison de m'arrêter. Oui, c'est dans l'ordre symbolique. Ça peut ne pas être une femme, un être aimé. Il n'y faut plus penser, je ne serai jamais propriétaire. Et pourtant, que de fois du 8 au 15 de chaque trimestre, près de Paris du moins, j'ai chanté, vous voyez, il prend toujours sur le ton de l'humour, le refrain de Monsieur Vautour, donc une chanson à la mode. Quand on n'a pas de quoi payer son terme, c'est le refrain, il faut rester chez soi. Et on reste dans la petite rêverie inspirée par les tonnelles et les vignes de Montmartre, vous voyez. J'aurais fait faire, donc là c'est dans l'imaginaire, j'aurais fait faire dans cette vigne une construction si légère, une petite villa dans le goût de Pompéi. Alors lui qui est fouché, qui ne le dit pas, voilà qu'il s'imagine en patricien romain ayant sa résidence secondaire là-bas, pas dans la campagne au sens propre, dans la Campanie, la région de Naples, pas Pompéi, dans la région de Naples. C'est ce qui a donné le mot campagne en français, n'est-ce pas? Une petite villa dans le goût de Pompéi avec un impluvium, ça veut le trou dans le toit par où la pluie s'écoulait et alimentait un jardin. Un bassin, excusez-moi, entouré d'une colonnade où les chambres étaient distribuées. Une petite villa dans le goût de Pompéi. Tout simple, avec un impluvium et une cella, petite cellule, pas une petite chambre, quelque chose comme la maison du poète tragique. Le pauvre Laviron, mort depuis sur les murs de Rome, m'en avait dessiné le plan. À dire vrai, pourtant, il n'y a pas de propriétaire au but de Montmartre. On ne peut asseoir légalement une propriété. Alors, moment, voyez où il dirait, et même si j'avais l'argent, voilà une autre menace qui fait que je ne serais pas propriétaire, en tout cas pas là où j'aimerais à Montmartre. Parce que, avant de le dire, j'ai dit, ceux qui se promènent à Montmartre le savent, il y a des maisons où les murs sont soutenus par des étais, par des poutres de bois, n'est-ce pas, qui menacent de s'écrouler, précisément parce qu'il y a la pente qui est très forte, et parce que le sol, on se demande comment le pied ne s'enfonce pas dans le sol. Déjà en général dans Paris, entre le métro, le gaz, l'eau, les catacombes, les champignonnières et les mines, il y avait des mines, même à Montmartre, donc on y arrive. On ne peut asseoir légalement une propriété sur des terrains minés par des cavités peuplées dans leurs parois de mammouths et de mastodontes. On venait à peine, n'est-ce pas, de s'intéresser à ce que nous appelons maintenant les fossiles. Bientôt, on va trouver les premières traces de dinosaures. C'est Buffon, juste à la fin du siècle précédent, qui a commencé à avoir l'intuition ici d'une théorie de l'évolution. Enfin, il n'avait pas bien sûr le devenir et l'adaptation des espèces à leur environnement, mais enfin, il avait déjà remarqué que l'épaisseur temporelle des restes d'animaux anciens remontait à beaucoup plus loin qu'on ne le pense généralement. Donc, de mammouths et de mastodontes. Étrange tout ce passage-là. En Paris, on semble bien loin des mammouths et des mastodontes, bien loin dans le temps, n'en parlons pas, mais même dans l'espace. La commune concède un droit de possession qui s'étend au bout de 100 ans, ce qu'on appelle un bail amphithéotique, si vous voulez. On est campé comme les Turcs. Et les doctrines les plus avancées, là il fait allusion au socialisme et au communisme, le mot était rare, il commence à se multiplier. Ceci est écrit dans la mouvance des événements de 1848. Les textes bien sûr, les utopistes, les Fourier, mais même les Blanqui qui vont beaucoup plus loin, n'est-ce pas? On est campé comme les Turcs et les doctrines les plus avancées auraient peine à contester un droit si fugitif où l'hérédité ne peut longuement s'établir. Et premier grand déplacement, n'est-ce pas? Le dessin en est pris, on passe de Paris à la banlieue. Pourquoi ne pas aller demeurer à Versailles ou à Saint-Germain? La banlieue est encore plus chère que Paris, décidément. Enfin, il parle de Saint-Germain. Hein. Mais en prenant un abonnement du chemin de fer, on peut sans doute trouver, tout ça a été nouveau, hein, le chemin de fer.
on peut sans doute trouver des logements dans la plus déserte ou dans la plus abandonnée de ces deux villes. En réalité, qu'est-ce qu'une demi-heure de chemin de fer le matin et le soir pour aller de Paris à Saint-Germain? On a là les ressources d'une cité et l'on est presque à la campagne, hein. Que de millions d'entre nous ont évalué un petit peu comme ça leur plan de logement, n'est-ce pas? Vous vous trouvez logé par le fait rue Saint-Lazare numéro 130, le trajet n'offre que de l'agrément et n'équivaut jamais, comme ennui ou comme fatigue, à une course d'omnibus. Sous-entendu, le train, c'est moins chaotant, parfois voir l'état des routes, que la diligence. Je me suis trouvé très heureux de cette idée et j'ai choisi Saint-Germain, qui est pour moi une ville de souvenirs. Et là, c'est la première fois qu'il dit que ce n'est pas le hasard qui l'emmène là à Saint-Germain parmi tous les choix qu'il avait autour de Paris. C'est une des villes qui a enfermé, un peu comme Dante dans la Divine Comédie, où les personnages que l'on voit passent leur temps à répéter pour l'éternité la scène qui a marqué leur vie, n'est-ce pas? Nerval a enfermé des grandes parties de son passé déjà, pré-proustien, n'est-ce pas, dans Saint-Germain, entre autres. Quel voyage charmant! Et là, il commence déjà, et c'est un des charmes aussi de sa prose, que Proust reprendra, c'est avec la deuxième partie, la troisième, si on compte les deux premières, c'est-à-dire Combray, puis Un amour de Swann, quand on revient au narrateur, avant d'arriver à L'ombre des jeunes filles en fleurs, le seul texte pour lequel il a eu le prix Goncourt, il y a une petite introduction qui s'appelle Nom de pays. Et il y a deux parties de nom de pays. Il y a nom de pays, le pays, qu'on verra plus tard. Oui, si on dit Bretagne, il s'agit de parler de la Bretagne ou de la Normandie. Et puis il y a nom de pays, le nom, c'est-à-dire tout ce qu'on a dans la tête, même si on n'y est jamais allé, tout ce que le nom suggère par lui-même, tout ce qui est associé au nom, indépendamment de la chose, du mot, indépendamment de la chose. Eh bien, cette espèce de poésie déjà des simples toponymes qui fait que Proust parlera du côté de Méséglise ou du côté de Guermantes, ça commence là. Quel voyage charmant, Asnières, Chatou, Nanterre et Le Pec. La Seine 3 fois repliée, des points de vue d'îles vertes, de plaines de bois, de chalets et de villas. À droite, et ça recommence, le chapelet des noms propres, les coteaux de Colombes, d'Argenteuil et de Carrière. À gauche, le Mont Valérien, Bougival, Lucienne et Marly. Il est dans l'ordre géographique, mais enfin, il y a surtout l'ordre littéraire, parce que vous voyez, le I, le son I, c'est un Y, le son I de Marly vient éclairer ici la syllabe un peu plus assombrie de Lucienne. C'est admirablement ordonné. Le Mont Valérien, Bougival, Lucienne et Marly. Je revenais là comme Ravenswood au château de ses pères. J'avais eu des parents parmi les autres de ce château. Il était évasif. Mais il y a 20 ans déjà, d'autres habitants de la ville, en tout 4 tombeaux. Donc on comprend pourquoi c'est évasif. C'est que des deuils. Et voilà que ce qui n'était qu'une quête de logement commence à se colorer de pèlerinage. C'est pas là où il y a des tombeaux, il y a des pèlerinages. Il se mêlait encore à ces impressions de souvenirs d'amour et de fêtes remontant à l'époque des Bourbons, de sorte que je fus tour à tour heureux et triste tout un soir. Alors, ne vous inquiétez pas, on n'est pas là pour... C'est pas la mélancolie qui va l'emporter. Lorsque Nerval est en vadrouille comme ça, il a toujours une petite complicité avec le lecteur au niveau de l'humour. Un incident vulgaire vint m'arracher à la poésie de ses rêves de jeunesse. La nuit étant venue, après avoir parcouru les rues et les places et salué des demeures aimées jadis, donné un dernier coup d'œil aux côtes de l'étang de Marais et de Chambourcy, on pourrait reprendre encore une fois le chapelet des toponymes, je m'étais enfin reposé, ou alors nous vouloir rester, je m'étais enfin reposé dans un café qui donne sur la place du marché. On me servit une chope de bière. Il y avait au fond 3 cloportes. Là encore, vous savez, maintenant on dit tout le temps qu'on mange de la n'est-ce pas? Dans le monde moderne, là, à Franprix, à machin, à casino, sous-entendu. Quand même, ma grand-mère s'est dit, mais oui, les grand-mères, c'est à bon cœur.
quand le petit-fils qu'elle désespérait de revoir, se sentait un peu abandonné, vient tout d'un coup leur rendre visite, et elles se surpassent, les grands-mères, et elles font des plats qu'on ne fait jamais, sauf pour rendre son petit-fils heureux. Mais le quotidien, vous savez, regardez les chiffres, on est passé par le nombre d'intoxications graves. Je ne parle pas d'une modeste indigestion, d'une intoxication, c'est une urgence très grave, les botulines. Maintenant, il faut d'urgence des antibiotiques avant que ce soit trop tard. Le nombre d'intoxications qu'il y avait lorsqu'il n'y avait que des garde-manger et non pas encore des frigidaires. Et là, vous voyez, en Saint-Germain, la place du marché, on n'est pas au fond de la campagne. On n'est pas dans la montagne. On est 3 cafards. On me servit une chope de bière, il y avait au front 3 cloportes. Nerval, beaucoup d'humour et de réserve. Un homme qui a vécu en Orient est incapable de s'affecter d'un pareil détail. J'en ai vu d'autres. Garçon, dis-je, il est possible que j'aime les cloportes. Mais une autre fois, si j'en demande, je désirerais qu'on me les servit à part. Le mot n'était pas neuf, s'étant déjà appliqué à des cheveux servis sur une omelette. Vous voyez que c'est pas exceptionnel tout ça. Mais il pouvait encore être goûté à Saint-Germain, donc humour sur l'humour au second degré. Entre nous, entre Parisiens, là. Je veux dire, bon d'accord, elle est un peu lourde ma blague, mais enfin, je veux dire, à Saint-Germain, on n'est pas obligé d'avoir la finesse d'humour qu'on a à Paris. Pourtant, on n'est pas loin. Le mot n'était pas neuf, s'étant déjà appliqué à des cheveux servis sur une omelette, sous-entendu à Paris, mais il pouvait encore être goûté à Saint-Germain. Les habitués, bouchers ou conducteurs de bestiaux le trouvèrent agréable. Le garçon me répondit, je suis obligé d'aller jusque-là, vous allez voir pourquoi, il y a encore un thème qui nous manque. Monsieur, ça ne doit pas vous étonner, on fait en ce moment des réparations au château. Il n'y a pas plus éloigné de Kafka, n'est-ce pas, que cette promenade avec Nerval dans les treilles, les tonnelles de Montmartre, on n'est pas dans la neige, la boue, avec le côté implacable des autorités du château, mais il y a un château. Il y a un château pour lequel on est en train de procéder à des réparations. Vous savez, le texte le plus célèbre de Nerval en poésie, au point qu'il y en a qui le connaissent sans même savoir que c'est Nerval, « Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. » La tour, le château, rasé. Le prince d'Aquitaine, son père était d'Agen. Le prince d'Aquitaine et la tour abolie. Donc tout ce qui touche à la destruction du logement par excellence, pas du logement de rêve, le château, sa destruction, de son arasement, ou au contraire, de sa réhabilitation, de sa restauration. Nerval est en train de vivre l'époque historique où on essaye d'exorciser, n'est-ce pas, les menaces du prolétariat naissant, n'est-ce pas, qui a tapé sur la table pendant la Révolution française et surtout à Paris, n'est-ce pas, et on est en train de vivre le retour à la loi, à l'ordre, à la religion, etc. Garçon, lui dis-je, vous êtes plus beau que nature et votre conversation me séduit, mais est-il vrai, vous voyez, ça le fascine, que l'on fasse des réparations au château? Il y a donc un château. Monsieur vient d'en être convaincu. Convaincu grâce à votre raisonnement, mais êtes-vous sûr du fait en lui-même? Voyez, il insiste même pour montrer que c'est une grande nouvelle d'apprendre qu'on fait des réparations à ce château qui était à l'abandon depuis pratiquement sa construction. Les journaux en ont parlé. Absent de France, il est en Allemagne. Pendant longtemps, je ne pouvais contester ce témoignage. Le lendemain, je me rendis au château pour voir où en était la restauration. Il n'a pas trouvé, n'est-ce pas, il n'a pas trouvé 10 mètres carrés dans Paris, sans doute parce que c'est trop cher, mais ça, il ne me le dit pas. Et voilà qu'il est préoccupé par la restauration du château en forme de dé en l'honneur de la belle Diane de Poitiers, comme il le précise plus loin. Le sergent concierge, donc le gardien, me dit avec un sourire qui n'appartient qu'à un militaire de ce grade, « Monsieur, seulement pour affermir les fondations du château, il faudrait 9 millions, les apportez-vous » Je suis habitué à ne m'étonner de rien. Je ne les ai pas sur moi, mais cela pourrait encore se trouver. Ouais. Je suis très heureux de vous lire ce texte au moment où je suis dans un 18 mètres carrés, n'est-ce pas? Et en étant à peine moins fauché, mais je ne m'en plains pas. Je suis beaucoup
par plein de côtés, je suis beaucoup mieux en votre compagnie déjà, n'est-ce pas? Qu'à l'époque où je gagnais très, très bien ma vie. Mais où j'avais comme tout le monde des soucis de responsabilité, de travail. J'étais piqué, ce qui me fit retourner à Saint-Germain 2 jours après, j'avais trouvé l'idée. Alors je passe sur l'idée, une demande de souscription pour les touristes anglais, bon, laissons cela. Toujours est-il qu'il continue à se promener à Chantilly et voilà qu'il tombe sur ce qu'il appelle, vous voyez, une société chantante. Là, je suis obligé de m'arrêter parce que Nerval s'arrête. Il n'y a rien qui l'arrête comme le son d'une voix, d'un chant. Voilà, je reviens à mon introduction. Vous voyez pourquoi je ne pouvais pas m'y dérober pendant l'introduction. Et que notre balade est beaucoup moins décousue qu'il n'y paraît si on reste toujours sur la trace, je vais dire la traque tout à l'heure, la quête de cette voix. Vous vous rappelez comment s'était terminé Mignon? Le magnifique montage que dont Pierre-Alain nous avait gratifié, les ultimes secondes de ce bijou de film qu'est l'histoire immortelle d'Orson Welles, n'est-ce pas? Où l'on voit le milliardaire mort, joué par Welles lui-même, c'est comme Citizen Kane, n'est-ce pas? Et son homme à tout faire, le petit juif, le contraire du milliardaire, qui a cette maison spacieuse avec cette véranda, vous voyez, qu'on voit à la fin. Où le petit juif tourne, vous allez voir pourquoi j'insiste sur sa judéité, tourne le dos à Jeanne Moreau qui regarde de loin l'amante d'une nuit qui vient de s'en aller, après avoir rempli son contrat. Et il parle à Jeanne Moreau tout en l'ayant dans son dos en disant « Il est mort, Miss Virginie. Il n'a pas pu résister parce qu'il a été comblé par son désir et c'est encore plus dur quand votre désir est comblé que lorsqu'il souffre d'un manque. Souffrir d'un manque. Parce que souffrir d'un manque, c'est douloureux, mais lorsque ce manque est comblé, c'est encore plus douloureux. Je vous cite les derniers mots, puis je ne les commande pas. Ça se passe de commentaires, c'est magnifique. Et à ce moment-là, il a à la main un coquillage que le jeune marin, l'amant d'une nuit, a laissé tomber. Ce qu'il avait, on apprend au cours du film qu'il avait vécu à cause d'un naufrage tout seul sur une île pendant longtemps. Il avait presque perdu la langue. Tiens, comme par hasard, c'est pas la langue des hommes. Et donc, il a laissé ce coquillage. Et c'est la dernière image, le petit juif, c'est-à-dire le juif errant, le nomade, comme les Roms, le juif errant, le vaisseau fantôme, ce capitaine de vaisseau que Dieu a condamné dans la légende, à errer sur les mers indéfiniment, parce qu'un jour il a juré au cours d'une tempête, il a blasphémé, pour le punir, il est condamné à errer sur les mers sans jamais pouvoir aborder sur la terre ferme. Où allons-nous vouloir rester? Il est condamné à errer sur les mers à l'infini. Seulement, à la seule dérogation, tous les 7 ans, là je suis dans le vaisseau fantôme, qu'on appelle le Hollandais volant, car la légende vient de ces grands navigateurs et audacieux que furent les Hollandais à une époque où ils faisaient même la pige à la marine anglaise, quand ils étaient maîtres des mers, à l'époque de l'amiral Reuter. Donc il y a la statue à Amsterdam. Ce petit peuple étonnant, un peu comme les Portugais, n'est-ce pas? Il n'y a pas beaucoup de pays qui, comme le Portugal, peuvent se targuer d'appeler un de leurs rois Henri le navigateur. L'homme navigateur et la femme souveraine. Et ben voilà, le vaisseau fantôme a une seule dérogation. Tous les 7 ans, on lui permet d'aborder enfin à une terre ferme. Et là, il faut qu'il trouve rapidement, parce que le temps compte, une femme qui lui jure fidélité jusqu'à la mort. Je ne vous dis pas comment ça se termine. Donc, le juif porte le coquillage à son oreille et il dit « J'ai déjà entendu cela. » Vous voyez, la voix, la traque du son pur. Ce n'est pas une langue, ce n'est pas des mots, mais ça parle. J'ai déjà entendu cela. Il y a très longtemps, il dit « Voilà pour le temps. » Et puis les 2 derniers mots du film, « But where ?» Mais où? Où? Et le mot « fin » vient s'inscrire sur l'écran. Tout ça pour vous introduire, on n'en est pas là, là on est encore à l'humour nervalien, mais vous voyez que cet humour est une manière
pour lui d'exorciser des thèmes, n'est-ce pas, qui tournent à l'obsession par leur récurrence, leur retour indéfini. Oui, je ne fais pas des détours, c'est au contraire, je passe mon temps à faire toujours une espèce de sempiternel retour. Il est très rare qu'un habitant de Saint-Germain vienne à Paris. Certains d'entre eux ne font pas ce voyage une fois en 10 ans, alors que c'est à un quart d'heure. Les familles étrangères vivent aussi là entre elles. Il y a pas mal d'Écossais exilés après, c'est pas, la lutte sanglante qu'il y a eu entre la famille royale anglaise et Marie Stuart et la famille régnante d'Écosse. Ils sont venus se réfugier, une vieille alliance entre les Écossais et les Français contre, contre le perfide Albion. Les familles étrangères vivent aussi là entre elles, bien sûr, famille aristocratique, avec la familiarité qui existe dans les villes d'eau. Ce n'est pas l'eau, c'est l'air pur que l'on vient chercher à Saint-Germain. Il y a des maisons de santé charmantes. Celui qui écrit cela est un homme qui a été enfermé plusieurs fois dans les hôpitaux psychiatriques. Il y a là des maisons de santé charmantes, habitées par des gens très bien portants, mais fatigués du bourdonnement et des mouvements insensés de la capitale. La garnison, qui était autrefois de garde du corps, et qui est aujourd'hui le cuirassier de la garde, il y a toujours des uniformes, n'est pas étrangère peut-être à la résidence de quelques jeunes beautés. Là, ça vous rappelle un autre film, je passe d'un registre à l'autre, un de mes films préférés, mais je ne suis pas là pour vous dire mes goûts, mais tout de même, je pense aux années 50, où est sorti ce film de Max Ophüls qui s'appelle La Ronde, qui est une suite de sketchs, n'est-ce pas? Où un couple, n'est-ce pas? Bref, les couples se font et se défont, la ronde de l'amour, n'est-ce pas? C'est ce film, alors là, je ne peux pas m'en empêcher, n'est-ce pas? Parce que j'ai une déformation, ben écoutez, c'est le sujet de notre texte, auditive, qui fait que des fois, peut-être je m'exagère la qualité d'un film, mais on m'assure que c'est un film culte. Mais enfin, des fois, je trouve que le film est merveilleux à cause de sa musique. Et c'est là qu'il y a cette espèce de valse lancinante, n'est-ce pas? La Ronde. Au début, il y a Simone Signoret qui est toute jeune, n'est-ce pas? Et le narrateur, celui qui distribue les rôles à tous ces couples, qui joue le rôle d'une prostituée, n'est-ce pas? Qui est là, pas loin de la caserne. Et on entend un clairon. Et il lui dit, vous entendez? Eh bien, il dit, oui, il y a toujours des militaires. Les cuirassiers de la garde, leur présence n'est pas étrangère, peut-être à la résidence de quelques jeunes beautés, filles ou veuves, qu'on rencontre à cheval ou à âne sur la route des loges ou du château du Val. Le soir, les boutiques s'éclairent rue de Paris, bon, c'est la rue centrale, hein, c'est pas grand, ce genre-là, et rue au Pin. On cause d'abord sur la porte. Il y a le même on qu'à Montmartre, c'est pas tout d'un coup. Ça devient léger, on rit, on chante même. Ça y est, on y est. L'accent des voix est fort distinct de celui de Paris. Bon sang, on est aux portes de Paris, il y a déjà un accent différent. Les jeunes filles ont la voix pure et bien timbrée, et ça commence de caractériser le timbre de la voix. Les jeunes filles ont la voix pure et bien timbrée, comme dans les pays de montagne, bon sang. Vous voyez les petites filles qui gardaient les chèvres dans les abîmes, dans l'eau, les sources qui filtrent dans les glaises de la colline Montmartre. Voilà que de nouveau, on est comme transporté sur une espèce d'altitudes imaginaires, n'est-ce pas? Les jeunes filles ont la voix pure et bien timbrée comme dans les pays de montagne. En passant dans la rue de l'église, j'entendis chanter au fond d'un petit café. Je suis en train de vous montrer que des textes obéissent à une logique de chaque virgule quand on regarde de près. Je vais vite parce que je ne vais pas vous balader, n'est-ce pas? D'une manière perfide, c'est-à-dire en dévorant tout votre temps, comme j'aime souvent le dire, comme une boutade.
La seule différence entre les mathématiques et la poésie au sens large, ici c'est la prose poétique, c'est que la poésie est une science exacte, rigoureuse. Non, mais je ne dis pas un mot là contre les mathématiques, c'est pas. Au contraire, ce qui fait la grandeur des mathématiques, c'est qu'elles sont moins exactes au sens courant qu'on le pense. Elles sont beaucoup plus pragmatiques, beaucoup plus souples, beaucoup plus ingénieuses et inventives. Et Kant a fait un immense progrès quand il a montré que les mathématiques ne sont pas le domaine de l'analyse, mais présupposent toujours à chaque instant une visée synthétique, une synthèse et non pas une analyse. Je ne m'attarde pas trop. On aura le temps de faire ces bilans. Mais, vous voyez, comme ça s'enchaîne, là, tout d'un coup, on voit déjà une analogie de structure, un invariant entre l'accent des filles qui rappelle la montagne et les bergères de la butte Montmartre, le mont des martyrs. J'y voyais, alors j'entendis, en passant dans la rue de l'église, j'entendis chanter au fond d'un petit café. Vous voyez, c'est bien ça qui fait la continuité et qui détourne ses pas. Sa destination n'est pas bien assurée, il se balade, cherche un logement toujours, mais enfin, tant qu'on n'a pas trouvé, on peut toujours continuer à se balader. En passant dans la rue de l'église, j'entendis chanter au fond d'un petit café. J'y voyais entrer beaucoup de monde et surtout des femmes. En traversant la boutique, donc il rentre, je me trouvais dans une grande salle, toute pavoisée de drapeaux et de guirlandes, avec les insignes maçonniques et les inscriptions d'usage. Je vous rappelle qu'il ne s'agit pas ici de la maçonnerie d'aujourd'hui, il s'agit de l'époque où c'était lié à une opposition radicale à l'ordre établi, où c'était souvent dans des milieux très populaires, alors que maintenant c'est souvent, allez, je le dis souvent, pas toujours, mais c'est souvent des mafias, dans les professions libérales, pour aller vite. J'ai fait partie autrefois des joyeux et des bergers de Syracuse. Nerval a tout essayé, n'est-ce pas? Et quelqu'un qui se scandalisait un peu de la manière dont il passait d'une allusion à l'islam, au christianisme, à l'hindouisme. Il dit, mais que c'est que cet individu qui n'a pas de religion là? Ça veut dire qu'il ne croit pas en Dieu, n'est-ce pas? C'est-à-dire dans celui qui compte l'Église catholique, apostolique et romaine. Et Nerval a répondu avec beaucoup d'humour, vous exagérez, monsieur, vous dites que je n'ai pas de religion, j'en ai au moins 12. J'ai fait partie autrefois, c'est une des 12, des joyeux et des bergers de Syracuse, c'est un vocabulaire propre à la maçonnerie. Je n'étais donc pas embarrassé de me présenter. Donc pour l'instant, n'est-ce pas, c'est un ancien maçon qui retrouve des compagnons. Le bureau était majestueusement établi sous un dais orné de draperies tricolores. Vous savez qu'il y a toujours un côté cérémoniel dans les cérémonies maçonniques, mais ici, visiblement, c'est une fête. Et Mozart a très bien senti ce côté solennel, initiatique, hein, par les grands accords. C'est ces 3 accords, c'est l'accord parfait à chaque fois, n'est-ce pas, qui initie l'ouverture de la flûte enchantée, dont on sait que c'est un rituel maçonnique. Donc, le bureau était majestueusement établi sous un dais orné de draperies tricolores. Tricolore, vous voyez, c'est la gauche de l'époque. Hein, les rois sont revenus, avoir un drapeau tricolore, c'est vous dire quand même, et la République, on en fait quoi alors? Et le président me fit le salut cordial qui se doit à un visiteur. Je me rappelais qu'au berger de Syracuse, on ouvrait généralement la séance par ce toast aux Polonais et à ces dames. Aujourd'hui, les Polonais sont un peu oubliés. Du reste, j'ai entendu de fort jolies chansons dans cette réunion, mais surtout, allez, on y revient, des voix de femmes ravissantes. Il lâche pas le morceau, la traque. Et là, le conservatoire n'a pas terni l'éclat. Là, je vous demande d'être attentif, parce que je vais superposer un texte qui est dans une autre œuvre, on va retrouver exactement les mêmes caractéristiques par lesquelles il essaye de préciser la nature de ces voix très particulières. Le conservatoire n'a pas terni l'éclat de ses intonations pures et naturelles, de ses trilles empruntées au chant du rossignol ou du merle. Donc de nouveau, vous voyez, chant de femme, les oiseaux. Je vous rappelle que dans la symbolique du chant analytique chez Freud,
qui n'a pas du tout la même fascination que Nerval pour la voix féminine, Freud est le premier à dire, dans l'ordre symbolique, les pépiments d'oiseaux sont les railleries des jeunes filles en train de laver le linge des lavandières. Alors, il y a donc la triple présence de l'oiseau, de la voix féminine et de l'eau, hein, dans l'ordre symbolique. Bien sûr, nous sortons ici du ring, n'est-ce pas, et je pense aux filles du Rhin, qui pépient, tout en s'ébattant dans les flots du Rhin. Le conservatoire n'a pas terni l'éclat de ses intonations pures et naturelles, de ses trilles empruntées au chant du rossignol ou du merle. On n'a pas faussé avec les leçons de solfège ces gosiers si frais, ça revient tout le temps, et si riches en mélodies. Donc ils pensent plus aux voix des femmes qui lavent le linge au lavoir ou à la rivière, peut-être des souvenirs conscients de servantes dans l'enfance, parce qu'il y avait des gens de maison partout, même chez les pauvres à ce moment-là. Comment se fait-il que ces femmes chantent si juste? Nerval fréquentait le milieu d'opéra. Nerval avait parmi ses meilleurs amis à Paris Berlioz, pour qui il a préparé le texte de la damnation de Faust. Berlioz a voulu faire sans doute le plus réussi de ses opéras, avec les Troyens, la damnation de Faust. Il l'a fait sur un livret de Gérard de Nerval. À partir des livrets de Gérard de Nerval. Il fréquentait toutes les coulisses de l'opéra. C'est ce que c'est que des voix de cantatrices. Comment se fait-il que ces femmes chantent si juste? Et pourtant, tout musicien de profession pourrait dire à chacune d'elles, vous ne savez pas chanter. Rien n'est amusant comme les chansons que les jeunes filles composent elles-mêmes et qui font en général allusion aux trahisons des amoureux, comme toujours, n'est-ce pas, ou aux caprices de l'autre sexe. Quelquefois, il y a des traits de raillerie, les oiseaux qui se moquent des Effreudes, vous voyez. Quelquefois, il y a des traits de raillerie, rappelez-vous, comme les filles du Rhin, Charisse, Siegfried. Tu ne veux pas donner l'anneau, dis donc, hein, tu es bien avare avec les femmes. Bon. Quelquefois, il y a des traits de raillerie locale qui échappent aux visiteurs étrangers. Ça devrait vous rassurer. Je parle du ring, je parle de promenade des souvenirs, on n'a pas changé de sujet. C'est les mêmes sujets qui se pressent. Souvent, dans ces chansons improvisées, populaires, un jeune homme et une jeune fille se répondent, comme Daphnis et Chloé. Encore, ça se fait encore, n'est-ce pas? Même quelquefois deux hommes dans un café, il y en a un qui lance un truc et un autre répond, ça s'appelle païella. C'est des traditions qui remontent à des peuples de bergers. Le berger, c'est celui qui est loin, qui doit chanter ou jouer de son instrument à vent, peu importe soit une flûte, un hautbois, une cornemuse, peu importe que ce soit sur la lande bretonne, sous le ciel d'Irlande ou dans les splendeurs de Corse. Mais c'est toujours triste, le berger, parce qu'il est loin de la communauté, loin du village, loin de celle qu'il aime sans doute. Les tout premiers mots de Tristan, histoire bretonne au sens large, Grande-Bretagne et Bretagne française, s'il en fut, surtout que ce que je vais vous citer, c'est chanté par un marin qui est sur un bateau qui est en train d'aller d'Irlande en Angleterre et de ramener la belle Iseux au roi Marc. Tristan a pour mission du roi Marc de lui ramener la belle Iseux que le roi veut prendre pour épouse. Et les tout premiers mots, au lever de rideau de Tristan, comme ça, c'est l'homme de Vigie qui dit « West schweift der Blick ». Le vent souffle vers l'ouest, mais le regard se tourne vers l'est. Dis-moi, jeune fille d'Irlande, sont-ce tes soupirs qui gonflent les voiles? Oui, le solitaire qui soit seul parce qu'il est avec ses troupeaux. Les troupeaux, ça erre pas dans le centre du village, ou encore moins de la ville. Soit parce qu'il est nautonnier marin, perdu dans l'immensité océane. Il y a cette mélancolie de la distance, de l'exil, quelque part. Et il pense bien sûr à l'être aimé. Ce sont ces soupirs qui gonflaient les voiles, enfant d'Irlande. Donc, vous voyez, souvent, un jeune homme et une jeune fille se répondent comme des couples mythiques, Daphnis et Chloé,
qui a inspiré son chef-d'œuvre à Maurice Ravel, comme Myrtille et Sylvie. En m'attachant à cette pensée, je me suis trouvé tout ému, tout attendri, comme un souvenir de la jeunesse. Vous voyez, de nouveau, il est vulnérable. C'est qu'il y a un âge critique, comme on le dit pour les femmes, où les souvenirs renaissent si vivement que certains dessins oubliés reparaissent sous la trame froissée de la vie. Je passe, je saute la suite, n'est-ce pas? Mais j'enchaîne tout de même sur un autre chant, qui est le chant d'un homme. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est assez rare. On n'est pas, vous voyez, on n'est pas assez vieux pour ne plus songer à l'amour, mais on n'est plus assez jeune pour penser toujours à plaire. Bon, cette phrase, je l'avoue, est un peu directoire. Il n'y a pas plus nervalien que de prendre du recul par rapport à ce qu'il vient d'écrire. C'est-à-dire de s'apercevoir qu'il est en train de trahir une émotion qu'il prenait soin de cacher à l'égard du lecteur. Nerval, c'est tout le contraire de quelqu'un qui nous jette ses états d'âme à la figure. C'est quelqu'un qui les prend sur lui et qui, avec nous, fait de l'humour, parle des sujets dont tout le monde parle. Mais là, tout d'un coup, quand il est allé, rappelez-vous d'Angélique, c'est le jour des morts que je vous écris pardon de ces idées mélancoliques. Et je vous avais dit pour qu'on aille jusqu'à s'excuser auprès du lecteur de se sentir mélancolique le jour des morts. Il faut croire qu'on est très concerné. Surtout à cette espèce à cet orphelin de naissance que fut Nerval. Cette phrase, je l'avoue, est un peu directoire. Ce qui l'amène sous ma plume, c'est que j'ai entendu un ancien jeune homme, donc un jeune homme en retour d'âge, qui, ayant décroché du mur une guitare, c'était déjà l'instrument de celui qui chante seul, exécuta admirablement la vieille romance de Garat. Et là, coup de chance pour nous, c'est une chanson qui encore maintenant est un succès, puisque Nana Mouskouri, enfin au XXe siècle, Nana Mouskouri elle-même, n'est-ce pas, avec sa très belle voix et surtout sa incroyable justesse, qui est beaucoup plus rare qu'on ne croit, même si ce n'est pas le plus important, mais quand même, chante « Plaisir d'amour ne dure qu'un moment, chagrin d'amour dure toute la vie ». Alors, regardez le portrait du gars. Avec les femmes, il caractérisait ce qu'on entendait de l'oreille, c'est pas la voix. Ici, il va s'attarder sur ce qui est visuel. Il avait les cheveux frisés à l'incroyable. Les incroyables, c'est comme ça qu'on appelait les jeunesses du directoire. Le laisser-aller des jeunesses, le laisser-aller au sens de détente, n'est-ce pas, après les années terribles des luttes et des guerres révolutionnaires et de l'Empire. Il avait les cheveux frisés à l'incroyable, une cravate blanche. Une cravate, c'était un jabot abondant. Une épingle de diamant sur son jabot et des bagues à lac d'amour. Des bagues avec des petits miroirs. Ses mains étaient blanches et fines comme celles d'une jolie femme. Comme il chante, il se féminise. Là encore, je suis sûr qu'on ne s'est pas donné le mot. Mais Lacan, lorsqu'il fait un commentaire de la lettre volée d'Edgar Poe, montre que le ministre, le terrible ministre, celui qui fait du chantage à la reine, en gardant la lettre qui la compromet, en menaçant toujours la stabilité même du royaume, qu'il pourrait mettre à mal en publiant cette lettre à la presse, ou je sais pas, lettre sans doute faisant état, sans doute d'une liaison de la reine, une liaison illégitime. Dès l'instant qu'il possède cette lettre écrite à une femme, il est la proie du signifiant, il se féminise. Et Edgar Poe, Paul Lacan, pour montrer qu'il ne parle pas au hasard, montre qu'il y a une mandoline qui traîne sur son divan, il est nonchalant, il ne sort plus. Il est comme la femme, un riveraine, ni plus vadrouilleur. Ses mains étaient blanches et fines comme celles d'une jolie femme. Et si j'avais été femme, c'est étrange, je l'aurais aimé malgré son âge, car sa voix allait au cœur. Et tout d'un coup, on comprend pourquoi. Ce brave homme m'a rappelé mon père, qui, jeune encore, chantait avec goût des airs italiens. À son retour de Pologne, son père était médecin dans la grande armée. L'homme qui vadrouille loin, mais tragiquement, là. Tellement tragiquement que sa femme qui était partie le rejoindre, faut-il être amoureuse pour aller chercher son mari en pleine campagne de Russie. Et elle a attrapé des fièvres en traversant un pont chargé de cadavres et elle a encore enterré maintenant, quelque part en Pologne, à Glogau. Étonnez-vous que les voyages de Nerval
se déplace toujours vers l'Est, et en particulier vers l'Allemagne, sans jamais être allé jusqu'au bout. Et qu'il a toujours, allez, je le dis, pour ceux qui sont attentifs à des structures fondamentales, je vous ai dit que c'est la seule différence entre les mathématiques et l'écriture, c'est que l'écriture, lorsqu'elle est belle, lorsqu'elle est poétique, est une science exacte. C'est que toute l'écriture d'un aval se déploie comme la lettre oméga, comme ça, vous savez, se déploie entre deux pôles, comme un fer à cheval, si vous préférez, c'est la même forme, entre deux pôles, n'est-ce pas, entre deux tombeaux. La tombe de la mère, la morte fontaine, ce qui devrait être la fontaine, l'origine, la source, et qui en fait est un cadavre. Entre la morte fontaine, c'est le nom du village maternel, hein, sa mère était une citoyenne de Mortefontaine. Et à 3 kilomètres de Mortefontaine, le parc d'Ermenonville, lui, a la tombe de Rousseau, n'est-ce pas? Du tombeau de la mère à la tombe de Rousseau. Un fou fait la navette entre ces deux tombeaux, entre le tombeau du sage, le contraire du fou, n'est-ce pas? Et celle dont il est fait allusion dans ce très beau vers, mon front est rouge encore du baiser de la reine. Là, vous risquez plus de vous égarer, vous avez les deux pôles de tous les déplacements qu'on peut faire. Et donc il y avait perdu là-bas en Pologne sa femme, et il ne pouvait s'empêcher de pleurer en s'accompagnant de la guitare aux paroles d'une romance qu'elle avait aimée et dont j'ai toujours retenu ce passage. Et là en italien, Mamma mia, medicate, soignez, hein. Questa piaga, cette plaie, per pietà, par pitié. Medicerto, c'est un prénom féminin, fut l'archer, l'arc quoi, qui fait que mon cœur n'a plus la paix, perché pace in cor non, n'est-ce pas? Voilà. Voyez cette polarité. Je persifle, je dis aux garçons, il est possible que j'aime les cloportes, mais la prochaine fois, j'aimerais qu'on me les servit à part. Monsieur, pour réparer le château, rien que les fondations, il faudrait 3 millions. Je ne sais pas sur moi, mais cela peut se trouver, oui. C'était pas ce ton-là. Et là, périodiquement, et surtout lorsqu'il y a les voix, le chant, tout d'un coup, il est guetté par le mal du siècle, mais d'une manière sans doute plus menaçante encore que pour quiconque, en tout cas dans le romantisme français. Malheureusement, la guitare est aujourd'hui vaincue par le piano, instrument bourgeois dans les appartements par excellence, ainsi que la harpe. Ce sont là des galanteries et des grâces d'un autre temps, le temps où on chantait en direct dans les lieux publics. Il faut aller à Saint-Germain, donc c'était bien un voyage dans le temps, pour retrouver dans le petit monde paisible encore les charmes effacés de la société d'autrefois. J'ai attendu qu'il y ait cette séquence auditive, vocale, où l'on retrouve, vous voyez, ce qui faisait la matière même de notre première rêverie analytique mignon. Vous voyez qu'on est dans une continuité. Pour interrompre la lecture de ce merveilleux texte que me promenait les souvenirs, je passe à un autre texte de la même époque. Hein. Ces œuvres décisives, Nerval les fait dans de très courtes années, entre 1850 et sa mort en 55, n'est-ce pas? Il a mis beaucoup de temps à écrire à la première personne, à se confier, beaucoup de temps, beaucoup de pudeur. Mais on n'est pas là pour faire une thèse sur Nerval. Ce qui m'intéresse, c'est les thèmes qui sont là à l'œuvre et en quoi ça dépasse le cas du gentil Gérard, comme on dit. La philosophie est dans l'élément de l'universalité, dirait le philosophe. C'est en tant que ça nous concerne que je continue. Or, je passe une autre œuvre, donc pratiquement contemporaine, et qui a encore ceci de commun avec Promenade et souvenirs, aussi bien qu'avec Les Filles du Feu, les trois, avec Sylvie par exemple dans Les Filles du Feu, les trois commencent à Paris. Sylvie commence au théâtre, première phrase, je paraissais tous les soirs aux avant-scènes d'un théâtre en grande tenue de soupirant, vous voyez l'autodérision, le romantique amoureux d'une actrice, très banal. Promenade des souvenirs, on vient de le voir, c'est comment trouver un logement dans Paris, même si on est déjà à une périphérie. Et les nuits d'octobre, alors là, ça commence par un projet dans Paris. Il a reçu une invitation d'un ami pour aller vers l'Est, pour aller à Creil, près de Senlis,
c'est-à-dire sur les bords de l'Oise et non pas comme Meaux sur les bords de la Marne, où vous allez voir que toutes ces nuances sont importantes. Son ami, visiblement très campagnard, lui a dit: «Viens, j'ai un plan de chasse à la loutre. Je sais que ça va te plaire, viens». Et Nerval donc s'apprête à souscrire à cette invitation et voilà qu'il tombe sur, une connaissance dans la rue, que ça n'a pas l'air d'être un très, très grand ami, enfin une connaissance de quelqu'un bavard comme il y en a dans les grandes villes, je passe et on le reconnaît lui-même, c'est un double de lui-même, mais je ne m'attarde pas pour l'instant, je vous ai dit, c'est pas une étude sur Nerval. Cet ami, est tellement bavard et en même temps dit des choses qui ne sont pas inintéressantes que Nerval en oublie l'omnibus et c'est trop tard aussi pour le train pour aller à Creil. De sorte qu'il se trouve à nuitée, comme on dit. Il se trouve avec cet ami dans les rues de Paris, la nuit est tombée et en fait, il va passer une nuit blanche. C'est ça le titre des Nuits d'octobre. Une nuit blanche entièrement. Il va la passer où? Le seul endroit dans Paris qui veille quand tout Paris dort à ce moment-là, c'était les Halles, en plein centre. Ce qu'on appelait à l'époque l'enfer des vivants. Toute la viande qu'on consomme dans Paris, tous ces charniers étaient amenés là, n'est-ce pas? Du charolais, les bonnes viandes. Bien sûr, les légumes, les fruits. J'ai connu. Je suis de la génération qui a encore connu, n'est-ce pas, ceux qui restaient des Halles avant qu'on construise Rungis et qu'on désengorge un peu. Vous voyez, déjà, le centre de Paris, c'est pas triste pour circuler, mais quand il y avait en plus toute la nourriture pour quelques millions de Parisiens qui arrivaient là avec les poids lourds. Bref. Mais il fallait sentir l'odeur des melons de Cavaillon comme ça, au printemps, dans la nuit un peu glaciale, au pied de Saint-Eustache. Ne nous égarons pas, enfin non, on est en plein dans le texte, ça c'est les nuits d'octobre. Et voilà que leur déambulation un peu fantastique la nuit, n'est-ce pas? Dans des cafés, d'étranges lieux qui ont la permission d'aller au-delà de 2 heures du matin, où il y a des orchestres avec les yeux bandés, vous voyez, pour pas que les musiciens regardent trop ce que font les couples. Voilà que tout d'un coup, le pas de lui et de son ami, car il vadrouille à deux, les amène tout d'un coup à Pantin, n'est-ce pas? Alors, je saute un passage très savoureux où il nous introduit dans tous les sens à Pantin. Pantin, c'est le Paris obscur. Pantruche, disent certains. N'allons pas si loin. C'est Nerval. Bon. Et il se trouve que, en arrivant à Pantin, vous voyez, identité de structure, il tombe sur une cérémonie maçonnique. Donc ne vous fiez pas trop, c'est pas si réaliste que ça. Ça donne l'apparence d'être réaliste, là, un café, des gens, un omnibus. Mais en fait, quand les mêmes structures se reproduisent dans des contextes complètement différents, là, il s'agit de Pantin, tout à l'heure, c'était Chantilly, Saint-Germain, pardon, c'est qu'il y a un invariant quelque part. Même les prénoms peuvent changer, la scène est exactement la même. C'est-à-dire que les deux se trouvent par hasard projetés dans un rituel maçonnique, dans une arrière salle. Donc il tombe dessus. Le président donc du banquet républicain, comme on disait à l'époque, le président réclama l'indulgence pour une demoiselle dont le premier essai allait se produire devant les amis. Voilà donc une toute jeune fille qui, pour la première fois, va chanter en public. Ayant frappé 3 coups, vous voyez la solennité tout d'un coup, comme l'ouverture d'un théâtre. On est dans une arrière-salle, et entre amis, entre compagnons. Ayant frappé 3 coups, il se recueillit. Et au milieu du plus complet silence, oui, on voit l'homme de théâtre qu'est Nerval, on entendit une voix jeune, encore imprégnée des rudesses du premier âge, exactement comme à Saint-Germain, mais qui se dépouillant peu à peu, selon l'expression d'un de nos voisins, sous-entendu connaisseur, arrivait aux traits et aux fioritures les plus hardis. Les traits, c'est les passages un peu virtuoses, n'est-ce pas, des sopranos. Aux traits et aux fioritures les plus hardis. Et de même qu'il parlait de la fraîcheur des intonations des voix de femmes à Saint-Germain qui n'ont pas été gâtées par le conservatoire, la même chose. L'éducation classique n'avait pas gâté cette fraîcheur d'intonation. Le même mot à fraîcheur, cette pureté d'organe, cette parole émue et, de nouveau, la même métaphore, vibrante. Quelque chose qui fait tressaillir un Nerval à chaque fois, c'est la vibration de la voix. Cette parole émue et vibrante qui n'appartiennent qu'au talent vierge encore, mais pas pour longtemps, des leçons du conservatoire. Et là,
commence, et nous allons finir, car j'ai décidé de diviser, je vous l'ai dit, notre approche de promenade des souvenirs en 2 parties. Les 2 parties synthétisant l'errance, le nomade ou la sédentarité, mais tandis que dans la première partie, si on hésite entre nomade ou sédentaire, nous verrons dans la deuxième partie, la prochaine fois, qu'on peut être nomade et sédentaire. Et ça, je peux vous dire maintenant, c'est pas un policier, c'est mieux que ça. Comme je vous l'ai dit pour Mignon, en fait, c'est un policier presque à chaque ligne, donc peu importe la fin. Dans les dernières lignes, il va se protéger de la pluie, il est à 100 lices, on a fait des kilomètres, de prendre les souvenirs. Et pour se protéger de la pluie, il se réfugie en vitesse dans la roulotte de gens du voyage qui sont de passage à 100 lices. Il dit, mais c'est ça la solution. La roulotte. Être à la fois chez soi, avoir sa maison et se déplacer. Être à la fois non plus nomade ou sédentaire, mais nomade et sédentaire. Voilà, ça ce sera notre deuxième partie, le « et ». Pour l'instant, je termine le « ou », n'est-ce pas? Et vous voyez qu'on se termine à chaque fois, au bout de la quête, là où on voudrait s'arrêter. C'est pas les 4 murs d'une maison, d'un logement, pas encore, mais c'est la voix qui devrait faire vibrer les murs à l'intérieur de laquelle on espère un jour se fixer. Et là commence un développement ahurissant, quasi métaphysique de ce que suggère cette voix entendue à 2h du matin à Pantin dans les années 1850. Vous imaginez où on est. Ô jeune fille à la voix perlée, et tout d'un coup ne s'adresse plus au lecteur. Tu ne sais pas phraser comme au conservatoire. Tu ne sais pas chanter, ainsi que dirait un critique musical. Et pourtant, ce timbre jeune, ces désinences tremblées, oui, la vibration, le tremblement, ces désinences tremblées à la façon des chants naïfs de nos aïeuls. Tout d'un coup, cette épaisseur temporelle qui traverse les âges et les siècles me remplissent d'un certain charme. Tu as composé des paroles qui ne riment pas et une mélodie qui n'est pas carrée. La carrure, pam, 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 pim, padam, avec 2 couplets, un refrain, c'est magnifique. Hein. Mais ça, c'est la carrure. Là, tu as composé une mélodie qui n'est pas carrée, il manque peut-être un couplet. Et c'est dans ce petit cercle seulement de familiers, d'amis, tu n'es pas en train de triompher au grand opéra, que tu es comprise et rudement applaudie. On va conseiller à ta mère de t'envoyer chez un maître de chant. C'est une petite, il faut lui donner des cours de chant. Et dès lors, il a l'obsession de Nerval, la perte de l'être aimé. On va conseiller à ta mère de t'envoyer chez un maître de chant. Et dès lors, te voilà perdita, perdu pour nous. Il dit plus pour moi. Je vous ai dit qu'on était dans l'universel. Les grands auteurs, c'est ça. C'est pas ceux qui nous racontent leur histoire en disant, vous allez voir, mon histoire est plus intéressante que la vôtre. Non, c'est ceux qui nous racontent notre histoire en racontant la leur. Nerval dit d'ailleurs, donc on a des souvenirs, l'expérience de chacun est le trésor de tous. Je dis ça parce qu'il y a un tel déchaînement contre l'universel dans notre époque où on ne jure que par des identités. Et on vous assigne à résidence, à une couleur, à un sexe, enfin bref. On va conseiller à ta mère, un genre, de t'envoyer chez un maître de chant. Et dès lors, te voilà perdu pour nous. Tu chantes au bord des abîmes. Bon sang, comme les bergères tout à l'heure, là, les bergères, oui, les petites bergères de Montmartre. On croyait que c'était un peu de l'humour, il y avait de l'humour, hein, comparé les abîmes de la butte de Montmartre, comme si on était dans les précipices du Mont Blanc. Mais c'est un autre abîme métaphorique. Tu chantes au bord des abîmes comme les cygnes de Léda. Et voilà tout d'un coup que les cygnes y sont. Vous savez, on dit que, d'où l'expression c'est son chant de cygne, ça veut dire c'est son dernier chant avant de mourir. Parce qu'elle est perdue pour nous, cette fille est menacée. En tout cas, ce qui va mourir, c'est la fille qui avait cette voix-là, si on l'envoie au conservatoire.
c'est cette fraîcheur-là, c'est ça qui va mourir, n'est-ce pas? Or, une légende populaire dit que les cygnes qui ont un cri, oui, c'est ni des pinsons ni des rossignols, les cygnes. C'est juste avant de mourir, il paraît qu'ils émettent des sons, n'est-ce pas, à tirer des larmes de l'œil d'un dieu. Tu chantes au bord des abîmes comme les cygnes de Leda. C'est quoi les Eddas? Vous connaissez un peu, quelques-uns d'entre vous, les sagas. Sagen en allemand, c'est dire. En vieux germanique, la saga, c'est le dit, la légende, ce qu'on raconte. Mais les Eddas sont encore plus rares. C'est ce qu'il y a de plus ancien dans les légendes scandinaves. Celles qui ont été gardées, comme souvent, pour des raisons géographiques, dans une île, en Islande. Car les îles sont des conservatoires. Les chercheurs sur les polyphonies, l'origine, sur les modes orientaux de la psalmodie chrétienne, monodique, viennent en Sicile, en Corse et en Sardaigne faire des enquêtes, parce que c'est là que sont préservés à cause de l'isolement, isola, une île c'est isola, c'est là que se sont conservés certains modes, certaines échelles musicales, ne compliquons pas, mais c'est important à savoir. Or, les Eddas, ce sont les légendes qui sont à l'origine du ring de Siegfried, mais oui, on dit Sigurd dans les Eddas. Tu chantes au bord des abîmes comme les cygnes de l'Edda. Puissais-je conserver le souvenir de ta voix si pure et si ignorante, et ne t'entendre plus soit dans un théâtre lyrique, plus tard sous-entendu, soit dans un concert ou seulement dans un café chantant. Et c'est pas fini, ça prend une dimension, regardez, quasi cosmique. Adieu, adieu, et pour jamais adieu. Ici, comment ne pas penser peut-être un sommet vocal de toute la musique écrite pour les voix, je pense au Jardin secret de Mozart, les 3 grands opéras, la trilogie d'A Ponte, n'est-ce pas, dans l'ordre chronologique, les Noces de Figaro, qui sont une petite révolution dans l'opéra, puis Don Giovanni, qui avait remporté le titre de chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre lors d'une célèbre émission à France Musique dans les années 60, et enfin, le plus mystérieux sans doute, Così fan tutte, le Mozart pour les connaisseurs. Le mot est intéressant, condition qu'il ne soit pas fait pour exclure ceux qui sont censés ne pas connaître, mais au contraire pour leur dire « Attention, prêtez bien l'oreille, là, c'est Mozart pour les musiciens, Così ». Donc, hors dans Così, très rapidement, je sais pas, un homme assez mûr discute avec 2 potes à lui, 2 jeunes gens, officiers du roi, dans un café, de quoi on parle de femmes, bien sûr, n'est-ce pas? Et les 2 jeunes sont sur le bord de proposer à leur bien-aimé le mariage, ça devient sérieux. Et l'autre les persifle un peu en disant, vous savez, c'est un peu toutes les mêmes. Hein. Così fan tutte, elles font toutes la même chose. En français, on dit toutes les mêmes. Machisme, 3 mecs, donc 2 soldats, oui. Dans la baie de Naples, les jeunes se fâchent. Vous êtes en train de calomnier nos bien-aimés, alors on se calme, et voilà, je vais très vite. L'homme mûr, Don Alphonse leur dit, allez, on fait un pari. Avant la fin de la journée, si vous faites exactement ce que je vous dis, moi je vous dis qu'elle vous trompe. Alors qu'elles sont dans l'adoration, elles attendent le mariage, elles vous trompent, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce qu'il leur dit? Vous allez, mais vous faites vraiment ce que je dis, et on parie sans sequin, il y a un enjeu d'argent, hein. Vous allez disparaître, prétexter que le roi vous appelle à la guerre. Elles vont être malheureuses, n'est-ce pas? Et elles vont pleurer. Vous allez revenir, mais déguisés en... Alors, il y a tous les peuples des Balkans, ils passent en Valak, n'est-ce pas? En Turquie, enfin bref. Et là, vous leur faites la cour. Je vous garantis que si vous faites exactement ce que j'ai dit, elles céderont. Et là, j'ajoute que Mozart a ajouté, parce qu'à l'époque, le compositeur s'occupait de la musique, le texte, c'est pas lui, c'est un ancien abbé défroqué d'A Ponte qui a fait les meilleurs livrets pour Mozart. Mozart a eu une idée, il a dit, vous pouvez pas faire en sorte que chacun drague celle de l'autre pour ajouter un petit piment. Voilà, ça c'est le pitch de Così. Alors pourquoi je me suis attardé? Parce que c'est 3 fois adieu. Non, je perds pas mon fil. Mon fil, il est dans l'oreille. Addio, addio. Retenté d'une manière, mais lancinante, mais comme une fascination auriculaire dans le fameux quintet des adieux, quand
Les deux viennent annoncer aux filles que le roi les appelle à la guerre, avec une barque là qui attend pour les embarquer, une barque de paysans avinés à qui Don Alphonse, n'est-ce pas, a donné, sachant qu'il va rentrer dans ses sous, gagner son pari, de l'argent pour faire croire que c'est des militaires, des drôles de militaires, d'accord? Il y a tout d'un coup le quintet des adieux. Pourquoi le quintet? 2 femmes, éplorées, et 3 hommes, l'homme mûr, Don Alfonso et les 2 jeunes gens. Nous, on sait que c'est bouffe, on sait que c'est de la blague, qu'ils ne partent pas à la guerre. Mozart fait l'adieu le plus bouleversant qu'on ait jamais osé exprimer musicalement. Et vous verrez 3 fois addio, addio. Comme si le faire semblant, quand on sait que c'est une blague, en faisant semblant, on était 1000 fois plus sincère, 1000 fois plus près des enjeux réels que lorsqu'on est perdu dans l'anecdote de l'ici et du maintenant. Puissé-je conserver le souvenir de ta voix si pure et si ignorante et ne t'entendre plus soit dans un théâtre lyrique, soit dans un concert ou seulement dans un café chantant. Adieu, adieu, et pour jamais adieu. Tu ressembles au séraphin doré du Dante qui répand un dernier éclair de poésie sur les cercles ténébreux dont la spirale immense se rétrécit toujours pour aboutir à ce puits sombre où Lucifer est enchaîné jusqu'au jour du dernier jugement. Nous voici dans les abîmes de la théologie infernale, alors que simplement on est en train d'assister à une petite réunion entre amis où il y a une petite jeune fille qui force sa timidité à chanter pour la première fois devant un public. Je vous remercie de votre attention. Je suis sûr que pas mal d'entre vous commencent à réaliser que c'est beaucoup plus homogène qu'on ne le croit, nos rêveries analytiques.